On va commencer. C'est bon, vous voyez l'écran? Vous voyez le PowerPoint? Oui, c'est bon. Merci. Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cet atelier virtuel sur l'agriculture, alimentation et reforestation en Afrique. Euh, je vais tout de suite mentionner qu'il y a interprétation simultanée disponible si vous avez besoin de suivre en anglais ou en français. Euh, vous pouvez juste cliquer sur l'icône du globe en bas de l'écran. So if you need to follow this session in English or in French, please just click on the globe icon at the bottom of the screen and you can switch to English or French or the language you wish to follow in. Donc, je vais juste me présenter très brièvement. Je m'appelle Eva Radek, je suis chargée des événements et des coalitions à l'association Climate Chance. Donc, je mentionne aussi tout de suite que si vous avez des questions ou des commentaires, des suggestions à nous faire part le long de cet atelier virtuel, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer vos messages directement dans le chat et on va récupérer vos questions à fur et à mesure de l'atelier et les garder pour le session questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez vraiment pas à profiter de ce moment d'interaction. Donc aujourd'hui, on a eu plus de... La TVA d'une vingtaine de produits passerait alors Si à vous 5% pouvez rester pour sur la... mute, s'il vous plaît, ça, merci. Donc aujourd'hui, on est plus de 300 inscrits pour cet atelier qui couvre justement un ensemble d'enjeux et de sujets très divers, comme vous pouvez le constater, agriculture, alimentation, reforestation, c'est beaucoup de choses à la fois. Donc on est vraiment heureux de vous accueillir nombreux aujourd'hui et de voir ce qu'on peut faire justement avec ces sujets qui sont très larges. Donc, il y a beaucoup de défis par rapport à ces sujets-là et on voulait voir un peu de manière concrète qu'est-ce qu'on peut, sur quel projet, sur quel objectif on pourra travailler ensemble pour l'année 2021. Et notamment en vue des prochains grands événements comme le sommet Climate Change qui aura lieu mi-septembre à Dakar, mi-septembre 2021 à Dakar et aussi la COP 26 en novembre 2021 aussi. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, on ne va pas représenter encore une fois Climate Change, mais juste pour faire une mini historique sur la coalition agriculture, alimentation et reforestation. On voulait juste redire que voilà, cette coalition, elle a été formée en 2018 lors du sommet Climate Change Afrique qu'il y avait eu à Abidjan en 2018. C'était le premier sommet Climate Change Afrique. Et depuis la création de la coalition, on a eu le nombre de membres a fait que d'augmenter. Et aujourd'hui, on arrive à un nombre très important de membres en fait dans cette coalition. C'est la coalition, une des coalitions les plus larges qu'on a. D'où, encore une fois, les raisons pourquoi on a un ensemble de projets très, très variés dans cette coalition qui couvre des sujets très, très divers. Je voulais mentionner aussi le fait que cette coalition regroupe toute une diversité d'acteurs non étatiques, que ce soit des ONG, des acteurs du privé, mais aussi des associations, des collectivités territoriales. Et cela fait aussi partie des défis pourquoi c'est vraiment important qu'on trouve des axes de travail qui rassemblent pour cette coalition-là en particulier. Donc, je vais maintenant vous présenter les objectifs de cet atelier d'aujourd'hui. Donc, 3 objectifs. Premièrement, c'est de traiter ensemble de voir ensemble et de valider ensemble la nouvelle feuille de route de la coalition pour 2021-2022. Donc, cette feuille de route, on vous l'a envoyée en amont de l'atelier. Merci beaucoup pour ceux qui nous ont donné des retours. Ça nous aide beaucoup et je pense qu'en fait, on a pas mal de choses à restructurer, peut-être par la suite même de cet atelier, parce que, comme j'ai déjà pu le dire plusieurs fois, c'est une coalition qui regroupe beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, on va vraiment falloir focaliser peut-être dans les objectifs, notamment de la feuille de route, des projets encore plus précis. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir un peu plus tout à l'heure dans l'atelier. Deuxième objectif de cet atelier d'aujourd'hui, c'est de profiter d'un moment de présentation de bonnes pratiques.
ce qu'on fait en fait à chaque fois lors de nos ateliers pour bien être au courant des types de projets qui ont lieu et qui sont réplicables et portés par des acteurs de la coalition ou en lien avec la coalition. Donc on va faire ça aujourd'hui en croisant des regards notamment du contexte plus rural avec le contexte plus urbain. Donc merci d'ailleurs à nos intervenants qui sont là aujourd'hui. Et troisième objectif un peu plus global, c'est vraiment de garantir un espace interactif. Donc vraiment, n'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat. Peut-être éviter d'allumer son micro pour prendre la parole spontanément, mais à la fin de la session, comme j'ai dit, on aura un moment plus de questions-réponses. Voilà, donc sur ce, je passe maintenant la parole à Tania euh, qui va nous présenter la feuille de route. Je peux garder le PowerPoint allumé. Merci Eva. Maintenant, je vais passer en anglais. I will switch to English. Donc, je vais passer maintenant en français et je vais expliquer les 3 sections de cette feuille de route. Si vous avez suivi notre coalition, vous connaissez probablement déjà notre structure de la feuille de route. La première partie est toujours « Où sommes-nous ?» qui donne les détails de la situation actuelle dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation, de la reforestation en Afrique. Nous reconnaissons que c'est une coalition qui est très large, qui couvre beaucoup de sujets, qu'il y a des aspects qui touchent au domaine social, économique, les droits de terre, la question du genre. C'est un sujet très large. Ensuite, nous reconnaissons dans cette première partie où sommes-nous que la déforestation continue dans les forêts d'Afrique, que les objectifs de la Grande Muraille verte sont partiellement atteints et que la promotion des solutions fondées sur la nature pour l'agriculture et l'agroécologie. La deuxième partie de cette feuille de route, dont le titre est « Où souhaitons-nous aller ?», qui nous donne donc les objectifs pour cette coalition. Ces objectifs, pour le moment, c'est impliquer la population locale dans la biodiversité, les éduquer pour lutter contre la déforestation et l'appauvrissement des terres, également engager le secteur privé pour pouvoir partager sur les innovations et la préservation de la biodiversité, ainsi que d'avoir une diversification de l'agriculture afin de trouver un équilibre entre la récolte et l'exploitation, afin de lutter contre l'appauvrissement des sols et en dernier point également, nous voulons mobiliser la jeunesse. La jeunesse contribue énormément et face à beaucoup de ces problèmes. Et la troisième partie de la feuille de route, c'est donc comment y aller. Ça, c'est la partie qui est ouverte à la consultation. Ce sont les aspects sur lesquels nous aimerions avoir votre avis. Pour l'instant, nous avons donc 2 points, c'est-à-dire partager l'information, diffuser l'information. Nous avons une mailing list. Je suis sûre que la plupart d'entre vous êtes déjà inscrits. Nous pensons avoir également une newsletter mensuelle spéciale pour la coalition. Nous pouvons partager les nouvelles de notre côté, mais également de votre côté. Et il y a également ensuite le mapping des acteurs pour partager les bonnes pratiques qui sont réplicables. Vous pouvez voir sur notre site Climate Action, vous allez voir Climate Change, vous allez voir donc notre lien, le lien de notre site sur l'écran. Donc c'est ça notre feuille de route. Je suis sûre que vous avez déjà reçu cela par la liste, la mailing list de la coalition. Donc, dans la prochaine session, donc nous allons passer ensuite au questionnaire, ce qu'on appelle le questionnaire Menti,
qui est une enquête qui nous permet de faire un sondage. Donc, nous vous invitons à vous connecter sur www.menti.com avec le code 62 78 52 86 que vous voyez sur l'écran. Et là, vous trouverez deux questions. La première question, c'est-à-dire dans quel sous-secteur de cette coalition travaillez-vous? Merci de nous répondre. Ce serait vraiment utile. Comme nous l'avons dit, cette coalition est très large. Et donc, nous avons besoin de savoir dans quel sous-secteur vous travaillez pour que nous puissions augmenter les synergies entre les différents projets. Ensuite, la deuxième question, c'est comment engager votre collaboration, comment aider cette coalition à votre niveau. Cette coalition compte environ 1000 personnes avec différents projets dans différents domaines, un peu partout en Afrique. Nous aimerions pouvoir identifier les différents domaines pour voir quels projets sont ouverts à une collaboration, un partenariat. Ce serait bien d'avoir aussi vos avis, vos réponses à ce sujet. Merci de vous connecter à menti.com avec le code qui a été mentionné sur l'écran. Merci beaucoup. Je partage également juste dans le chat pour que tout le monde puisse avoir accès. Voilà. OK. Et on peut tout de suite commencer à regarder si vous répondez en direct. OK. On commence à avoir quelques réponses, mais en fait, je pense que ça va être mieux si on garde la diffusion des réponses pour juste après la présentation des bonnes pratiques, si ça vous va. Comme ça, on est sûr d'avoir le temps. Hop. OK. Donc, nous allons maintenant passer au moment de la discussion du panel, si on veut, avec nos trois intervenants que nous remercions vivement d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais les introduire rapidement avant de passer directement la parole pour être sûr d'avoir le temps. Donc, on a tout d'abord avec nous Madame Mboji, qui est directrice de la planification et du développement durable à la municipalité de Dakar, donc une des villes de l'initiative comme ça, qui va nous présenter aujourd'hui le projet de micro-jardinage qui rejoint cette thématique importante de l'intégration de la nature au sein des villes africaines. Donc, c'est un projet qui a été lancé en 2006 et qui fait que de grandir. Donc, elle va nous présenter ça aujourd'hui. Ensuite, on a Monsieur Jean Gup avec nous, qui est directeur de Nebedai, une ONG de référence au Sénégal qui a été créée en 2011 avec comme slogan l'environnement au cœur du développement. Nebedai travaille sur des activités de conservation, mais aussi des actions de gouvernance d'air protégé, la promotion d'énergie verte, comme le charbon de paille, par exemple. Et il mène aussi beaucoup d'activités de sensibilisation auprès des populations locales. Donc, on est vraiment heureux de vous avoir ici parmi nous aujourd'hui. Merci pour d'avoir accepté l'invitation. Et nous avons également MM Umo, qui est fondatrice, founder et CEO de WINCO, qui est Women in Nature Conservation Organization, une ONG portée par des femmes au Nigeria. Donc, merci beaucoup aussi et même d'avoir accepté d'être là parmi nous aujourd'hui. C'est une ONG qui travaille aussi sur des questions de gestion durable dans des forêts abandonnées au Nigeria, qui a tout récemment partagé leur projet avec Climate Chance dans le cadre de notre appel à contribution. Donc, merci beaucoup et on est vraiment heureux aussi de vous avoir parmi nous. Donc, je vais tout de suite commencer par donner la parole à la ville de Dakar, donc à Madame Mboji, qui va nous présenter donc ce projet de micro-jardinage qui figure aussi sur la cartographie de l'action climat de Climate Chance. Donc, Madame Mboji,
vous pouvez tout de suite commencer à partager votre écran et vous avez donc la parole pendant 8 minutes. Dites-moi si ça va pour le partage de l'écran. Et vous êtes sur mute aussi, je dis tout de suite. Vous avez le micro coupé. OK, je vais essayer de partager l'écran. Parfait. Vous voyez l'écran? Pas encore, mais Pas encore. OK. Vous pouvez réessayer une fois et après, sinon, on peut le faire. Il n'y a pas de souci. Vous m'entendez quand même? Oui, on vous entend parfaitement. D'accord. Attendez, je vais essayer. Voilà. C'est OK? On ne le voit pas encore. Vous voulez que je fasse? Là, c'est bon ou Non, non, on ne le voit toujours pas. toujours pas? Ah, je ne sais plus alors. Partager. Ah oui, attendez, c'est moi. Voilà. Ça C'est arrive. bon? Voilà. OK, d'accord. Merci, Madame Mbouchi. Il faut que je... Voilà. Donc, merci, c'est un plaisir d'être là. La ville de Dakar suit régulièrement les séances de Zoom et nous avons reçu tout dernièrement l'association Climate Change. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du micro-jardinage au niveau de la ville de Dakar, qui est un projet qui est là depuis 2006, qui a été introduit au Sénégal par la FAO. Donc, je vais un peu mettre le contexte avec plus de 1 million et quelques d'habitants. La ville de Dakar est confrontée à un accroissement démographique sans précédent, avec comme corollaire une vulnérabilité sanitaire et nutritionnelle. Et le micro-jardinage constitue un système alternatif d'alimentation pour une population confrontée à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire. Qu'est-ce que c'est le micro-jardin? C'est simplement du maraîchage sur table. Ça correspond à de petites unités de production simples, peu coûteuses, adaptées aux quartiers urbains à forte densité. Nous utilisons des matériaux de récupération tels que le bac de culture, les vieux ustensiles, les pneus, les seaux, tout est réutilisé. Et le substrat est constitué de coque d'arachide et de paille de riz récupérées après les récoltes. Nos cibles sont en majorité les femmes, les couches vulnérables, les femmes, le troisième âge et les jeunes. Nous essayons de vulgariser ça aussi au niveau des centres d'handicapés, les centres de détention et surtout dans les écoles, parce que nous considérons qu'il faut commencer à la base, sensibiliser les enfants au niveau du respect de la protection de la nature. Donc, actuellement à Dakar, nous avons 12 centres de formation et de démonstration. Nous avons formé plus de 10 000 personnes et des bacs de culture sont mis gratuitement à la disposition des populations. Nous avons les sites de production communautaire, c'est-à-dire les bénéficiaires se regroupent en femmes du quartier, d'un même coin, et nous comptons actuellement plus de 140 centres de production. Là, nous avons plus de 83% des bénéficiaires sont des femmes, 50% de jeunes ont moins de 36 ans. Les écoles élémentaires, nous en avons fait 25. Et lors des formations, nous impliquons le corps enseignant, les femmes de charge, c'est-à-dire le gardien et les élèves. Le rôle de la ville depuis 2006, il faut dire que le micro-jardin est devenu une réalité au niveau de la ville de Dakar et permet une sécurité nutritionnelle et alimentaire. Il faut dire que la consommation de légumes frais et sains permet une certaine qualité de vie et aussi de diversifier l'alimentation des familles. D'ailleurs, le programme de micro-jardin est intégré dans le plan de développement de la ville de Dakar. Donc, pour la durabilité de l'activité micro-jardinière, la ville a mis en place un certain nombre de dispositifs, c'est-à-dire la sélection et l'encadrement des formateurs, l'encadrement de l'association des acteurs du micro-jardin,
la sécurisation des sites, puisque c'est en plein centre urbain, l'équipement et l'alimentation en eau, qui est un vrai défi au niveau de la ville de Dakar, la vulgarisation de ce type de maraîchage au niveau de la population, la gratuité de la formation et un encadrement, un suivi technique des sites. L'impact sur les populations. Nous constatons que du côté volet sanitaire et nutritionnel, on a vu que les produits du microjardin au niveau de la restauration au niveau des groupes vulnérables tels que le 3e âge, les femmes, a permis une amélioration de la qualité de vie car la consommation de légumes frais est devenue possible. Il faut dire que les légumes coûtent assez cher à Dakar. On a vu aussi que les femmes malades, le diabète, l'anémie, l'obésité, par exemple, ces femmes-là ont pu faire un régime alimentaire et ont senti une amélioration sur le plan médical. Les femmes, surtout le 3e âge, qui n'avaient pas d'activité physique, peuvent s'adonner maintenant à une activité qui leur permet d'entretenir leur corps. Et là aussi, au moins, ils ont une occupation dans la journée, ce qui empêche l'oisiveté. Les détenus dans les maisons d'arrêt et de correction, maintenant, ont des légumes. Les légumes font partie maintenant de leur régime alimentaire. Et on a constaté au niveau de la population en général, une évolution vers des mentalités vers la culture du manger sain, avec l'utilisation de plus en plus d'épices naturelles à la place des produits de synthèse, le recours aux infusions avec les plantes pour améliorer la santé. L'activité des femmes aussi. Le volet pédagogique, je le disais tantôt, chez les enfants de l'école élémentaire, le microjardinage a contribué au développement de l'éducation environnementale, visant à donner une mentalité allant dans le sens du respect et de la protection de l'environnement. Les enfants apprennent à devenir de futurs éco-citoyens. Le volet écologique, Dakar c'est du béton. On dit Dakar et c'est tout béton maintenant. Les microjardins constituent donc de véritables poumons verts et participent à l'embellissement du paysage dans une ville où la végétation est particulièrement absente. De plus, le microjardin a valorisé des espaces inutilisés ou dégradés. L'impact social, on a vu que les activités liées au microjardin ont augmenté la cohésion au sein des habitants des quartiers avec une organisation autour des centres de production qui favorise les rencontres et les échanges. Ces activités-là ont permis une réinsertion sociale, en particulier chez les femmes, le 3e âge, les handicapés, car on constate une grande implication des femmes dans la pratique qui demande moins d'efforts que les cultures conventionnelles. Et c'est aussi un milieu de cohésion sociale des femmes dans un environnement urbain matérialisé par l'individualisme. Le volet économique, enfin, on a constaté que le microjardin était pourvoyeur d'emplois, car les populations ont des revenus en plus d'avoir une alimentation saine et plus complète. Le microjardin requiert peu d'investissement car il utilise du matériel recyclé et des produits locaux. Et donc, les productions et les rendements obtenus à partir des produits de microjardin sont en général plus importants que ceux obtenus avec le maraîchage classique et sont de qualité supérieure. La production qui n'est pas consommée par les bénéficiaires est vendue à un prix supérieur à celui du marché, car le concept le label microjardin est assez connu et reconnu maintenant. Et donc, on constate que la génération de revenus est réelle. C'est une source de revenus pour les femmes en milieu urbain et un cadre de développement des affaires, c'est-à-dire des petits commerces, des tontines, etc., qui se développent autour de l'activité de microjardin. Voilà, je pense que je n'ai pas débordé les 8 minutes. Merci de votre attention. Merci, vous avez vraiment tenu à la minute près. Donc, merci beaucoup pour cela et pour le partage de ce projet. Nous invitons à tous les participants de aussi voir la présentation du projet qui est déjà sur la cartographie de l'action Climate Change, chose que vous pouvez aussi faire vous-même si vous avez des projets à nous partager. En parlant de partager, est-ce que Madame Mbodji, vous pouvez arrêter le partage d'écran? Comme ça, on va pouvoir passer à Jean, qui nous rejoint directement du terrain. Est-ce qu'on peut arrêter le partage d'écran?
Une minute. Tout. Bon, je laisse Tania gérer ça. Ah, parfait. Et Jean, est-ce que vous voulez vous-même partager votre PowerPoint ou vous voulez qu'on fasse de notre côté? Oui, je préfère que vous le fassiez de votre côté si c'est possible. Ok, oui, on peut faire ça tout de suite. C'était un PowerPoint que je vous ai envoyé, je ne sais même pas. Oui, oui, c'était 2 pages de PDF, c'était ça. Ok, ok. Attendez, je le Et retrouve. je pense que je vais plus vous parler comme ça, mais c'est bien aussi de partager. Bah, vous pouvez commencer tout de suite, hein. Je m'occupe du partage. D'accord. Donc, bonjour et merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde. Nebedaï est une petite organisation sénégalaise qui est centrée sur le terrain. Donc, nous avons des actions assez variées. Et ce qui nous anime surtout, en fait, c'est on intervient surtout en zone rurale. Et c'est le fait que, pour pas mal de zones rurales, ça devient de plus en plus dur de vivre. Et la principale cause, c'est la disparition des ressources naturelles. On perd jusqu'à 215 hectares de forêt par jour au Sénégal et le poisson se raréfie tous les jours un peu plus et rendant la vie en zone rurale compliquée. Donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de manière très concrète pour réussir à contribuer à changer et à inverser la tendance. Donc, on s'est dit, bon, la première des choses, c'est identifier pourquoi ces ressources naturelles ont disparu. Et on s'est rendu compte, en tout cas, il y a plusieurs raisons, mais en tout cas, les forêts, elles disparaissent. Des fois, c'est parce que par manque de choix. Parce que quand tu galères toute ta journée, que tu ne sais pas comment régler les points essentiels de la vie, c'est-à-dire manger, se nourrir et la santé, et que tu as un arbre à côté de toi que tu peux réduire en charbon, et la demande de charbon de bois est très grandissante parce que, comme l'a dit Madame Bodge, les villes grandissent. Dans les villes, encore 84% des ménages des villes cuisinent au charbon de bois, faisant que la demande de combustible ligneux n'arrête pas d'augmenter. Et donc, on coupe cet arbre, on en fait du charbon. Il faut 5 kilos de bois pour faire 1 kilo de charbon et c'est vendu à peu près, alors ça dépend des endroits, entre 250 et entre 200 et 300 francs, on va dire CFA. Et voilà. Et donc, des fois, c'est par manque de choix qu'on coupe les arbres. Et pour répondre aussi à une demande en combustible ligneux que sont le bois et le charbon de bois, surtout pour les villes. Donc, ça, c'est un premier problème. Donc, pour répondre à ce problème-là, on s'est dit, bon, déjà, on peut essayer de travailler sur des combustibles de substitution. Donc, on a réussi à faire un combustible à partir de paille qui se substitue au charbon de bois. Donc, à chaque kilo de charbon de paille, on l'appelle éco-charbon utilisé, c'est 1 kilo de charbon de bois qui ne sont pas consommés et donc 5 kilos de bois sauvés. Donc, ça, c'est une des premières actions. La deuxième des choses, c'est de se dire, là où il y a encore des arbres, en particulier dans les aires protégées, on va essayer de tout faire qu'il reste des arbres. Donc, on intervient dans plusieurs aires protégées du pays dans lesquelles on implique le plus que possible les communautés riveraines autour de ces aires protégées. Une aire protégée, elle a besoin, c'est des aires protégées nationales, donc elles sont gérées soit par les eaux et forêts si c'est une forêt classée, elles peuvent être gérées par les parcs nationaux, elles peuvent être gérées par les aires marines protégées communautaires. Donc, il y a l'État, mais il faut également qu'il y ait des populations. Et donc, notre action sur ces aires protégées-là, c'est essayer d'encourager ou d'accompagner ou même de créer, parce qu'il y a des forêts classées de l'État qui étaient que gérées par l'État et aujourd'hui, elles sont co-gérées avec les populations. Nebedaï a fait tout ce travail de lobbying au niveau de l'État et d'organisation des populations. Et aujourd'hui, on voit que les aires marines co-gérées fonctionnent beaucoup mieux que les autres et donc on arrive à mieux conserver les ressources naturelles dans des aires protégées où il y a encore de la biodiversité, où il y a encore des arbres, où il y a encore de la ressource quand elles sont co-gérées. Ensuite, chaque année, on lance des grosses campagnes de reboisement. L'an dernier, on a planté 1 130 000 arbres. Vous pourrez le trouver en cliquant sur
reboisonlesénégal.org. Là, c'est en haut du slide, la opération 1 million d'arbres, voilà, là où il y a le petit curseur. Cliquez sur www.reboisonlesénégal.org et vous avez tous les reboisements depuis 2016, géoréférencés, partout, les gens, qui a planté, quelle espèce, à quelle date, tout ça, c'est marqué. Et puis, pour moi, le plus important, c'est l'avenir. Et l'avenir, on est dans un pays où on a une forte croissance démographique. On a encore plus ou moins 6 enfants par femme. Et il faut que ces jeunes-là grandissent avec l'amour de l'arbre. Et pour cela, on essaye, alors c'est à petite échelle hein, au niveau national, mais on intervient quand même dans 100 écoles de la région de Fatick, où on travaille avec les classes de CE2, CM1 et CM2, à peu près 100 enfants par école, dans lesquels on leur donne, en tout cas on essaye, de donner l'amour de l'arbre. L'amour de l'arbre à travers des séances pédagogiques audiovisuelles, des petits films, des petites animations très participatives, où on ne fait jamais d'erreur, même si on répond faux, on t'encourage et on passe la parole à un autre élève. Et dans la cour, ils font tout de la graine à l'arbre, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre à collecter une graine, à la réveiller, à la mettre en pépinière, à entretenir une pépinière, et à la fin de l'année scolaire, chaque enfant va ramener chez lui 3 arbres. Donc, on intervient sur 100 écoles, à peu près 100 enfants par école, presque 10 000 enfants. Donc, cette année, on espère planter 30 000 arbres avec les enfants. Les pépinières se portent bien dans les 100 écoles. On a 1 ou 2 qui ont été attaquées par quelques rongeurs, mais on a ressemé. Voilà, bon, on a toujours des petits problèmes. Des fois, c'est un peu compliqué, mais globalement, ça marche vraiment bien. Les enfants sont ravis, les professeurs sont ravis, les directeurs d'école sont ravis. Et donc, ces enfants-là vont grandir vraiment avec l'amour de l'arbre. En dehors du fait qu'ils plantent des arbres, ils vont surtout avoir l'amour de l'arbre, et puis ils vont savoir faire un compost, surtout parce qu'au début de la séance, dans la cour, ils font leur compost, et donc on pense que ça a beaucoup de sens. Mais pour que les enfants aillent à l'école, il faut encore que les parents ont leurs moyens, et la meilleure garante pour que les enfants aillent à l'école, c'est leur maman. Les mamans s'occupent des enfants. Maman, elle gère bien l'argent de la famille, souvent beaucoup mieux que le papa. Et donc, on soutient beaucoup les femmes à Nebedaï. On soutient une coopérative de femmes qui fait 800 femmes et qui valorise tous les produits de la nature sans les gâter. C'est-à-dire que la matière première, c'est soit la graine, soit le fruit, soit la feuille d'un arbre. Et avec ça, il y a des produits innovants. Donc, surtout sur les filières moringa, baobab, bissap, mais également on a des produits on a inventé un produit qui s'appelle Bonjour, ça va. On a inventé un produit qui s'appelle la barre de fruits, qui est composée que de fruits déshydratés. Et donc, ces dames-là font aujourd'hui des chiffres d'affaires annuels de 10 à 12 millions de francs. Elles emploient en leur sein 8 femmes à temps plein, plus des femmes ponctuellement. Et elles font des bénéfices vraiment intéressants. Bien sûr, elles sont dans plein d'activités, le moringa, l'apiculture, mais également les périmètres agroforestiers. Le périmètre de Cœur Sambel fait 11 tonnes de légumes annuellement, que bio, et fait vivre 26 femmes du village. Donc, c'est des modèles qu'on nous sommes en train de dupliquer. Après, on le fait aussi en fonction de nos moyens, de notre temps, de nos ressources humaines. Et voilà, donc c'est un peu ça qu'on fait. Mais en tout cas, une fois que la dame gagne sa vie, elle va s'assurer que son enfant ira à l'école. Et ça, c'est hyper important pour les générations futures qu'ils puissent aller à l'école et qu'à l'école, ils aient l'amour de l'arbre et l'amour de la nature, parce que nous, on vit au Sahel, et au Sahel, c'est chaud, c'est-à-dire que l'environnement, là, déjà, on subit les changements climatiques directs, donc tous les pays et tout ce changement climatique, on est les premiers à le subir, et nous, on est des pays qui sont limite du désert, donc quand il pleut un peu moins cette année-là, si ça se trouve, à la fin de la saison sèche, dans le village, il n'y a plus d'eau dans le puits, quoi. Donc, c'est chaud, c'est-à-dire que, et alors, non seulement on subit globalement les changements climatiques générés au niveau mondial, mais en plus de ça,
de par le fait que ce n'est pas facile de vivre ici. Des fois, on a certaines pratiques peu durables des ressources naturelles parce qu'on est dans l'urgence. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui fait que au moins il y a d'arbres, ben, au moins il y a de nuages, au moins il y a de pluie, au moins les sols sont fertiles, au plus il y a de l'érosion éolienne et hydrique. Et il faut qu'on arrive à inverser ça, parce que si on n'inverse pas ça, ben, ça va être une catastrophe, quoi. Et donc, ben, ça va être une catastrophe. On va fuir partout où on peut suivre. On va commencer par fuir dans les villes, mais dans les villes, on va se rendre compte que le micro-jardin ne peut pas tous nous faire vivre. Et puis, après, on va fuir à l'extérieur parce qu'on ne pourra plus vivre en zone rurale s'il n'y a plus un arbre au Sénégal. Et donc, on doit allier le développement économique durable à la protection de l'environnement, et on doit le faire sur le terrain, dans les villages, la main dans la main, surtout avec les femmes, parce que les femmes, là, elles sont vraiment, ce sont nos mamans, elles sont exemplaires, elles sont courageuses, elles sont travailleuses, et elles gèrent très, très bien l'argent du ménage. J'ai aucune idée de l'heure. Je ne sais pas si j'ai du temps, pas de temps. Voilà, en tout cas, c'est un peu ça le message que je voulais faire passer. Et j'ai essayé très brièvement de brosser un peu ce que Nebedai fait. On fait beaucoup de foyers améliorés en banco aussi. On est à 700 foyers améliorés en banco. Il coûte zéro. Les dames ne le payent pas. C'est juste fait à partir de bouse, de paille et d'argile. Et ça leur permet de réduire au moins de moitié leurs besoins énergétiques en bois. Et on fait ça, bien sûr, dans des villages ruraux où tout le monde cuisine au bois. Voilà, on fait plusieurs choses. Je vous invite à aller voir le site de Nebedai si ça vous intéresse. Merci beaucoup, Jean. Non, très bien pour l'heure aussi, il n'y a pas de souci du tout. Mais merci pour cette présentation. Vous avez touché pareil, à plusieurs thématiques aussi, pour nous montrer à quel point c'est une coalition qui est très large. Et on a beaucoup aimé aussi les liens que vous avez faits entre éducation, aussi amour pour la nature et tout ça relié à la résilience des sociétés aussi portées par les femmes. C'est toujours très intéressant. Et ça rejoint aussi la troisième intervenante qu'on va écouter aujourd'hui, qui est MM. MM, I've managed to download your PowerPoint presentation. If you want me to share it, please tell me. Oh, hang on, you're just on mute. Yeah, I think you've unmuted. Do you want me to share? Yeah, you can. Go ahead and share. Okay, so we'll be delighted to listen to you. You Alors have voilà, 8 minutes. on va vous écouter maintenant, c'est à vous. Vous avez 8 minutes. I'll share my screen. Hi, everyone. Bonjour à tous. My name is MM Umwa, Je suis donc Madame Emen Oumo. CEO, Women Je suis la présidente de l'organisation Les femmes dans la conversation pour conserver la nature, WINCO. I also lead a team Je conduis également passionate people une équipe activities in Nigeria impliquée dans des activités au Nigeria conservation services. It's a pleasure being here. pour l'environnement et la conservation. Et la protection. Is everything okay? You're on mute again. Yeah, I think you can speak now. Okay. Good. Next slide, please. Ah. Green Project Nigeria, presented by Chief Executive Officer, Women, located in the city of Junction, located in the southeast Niger Delta, Nigeria, and created on 23rd September 1987 with a private state with a population of over 5 million. A square area of about 2,734 square Donc, meters. nous parlons d'ici d'une région qui est très grande, qui est la région qui produit le plus de pétrole au Nigeria et qui compte beaucoup d'industries, qui a un impact bien sûr sur le changement climatique.
De notre côté, nous avons essayé de voir ce que nous pouvons faire pour conduire des activités qui pourront nous aider à réduire l'impact de ces industries et sur le climat climatique. Dans mon domaine ici, dans ma région, ça a été difficile de trouver des gens qui soient passionnés par ces questions, et qui soient engagés. J'étais limitée dans mes actions. Donc, nous avons commencé notre propre programme puisque j'étais limitée dans mes actions avant de me lancer à plein temps dans cette activité. Donc, pour ce qui est des questions de développement durable, nous avons 3 projets avec nous dans notre région, des projets forestiers, et peu de choses se sont passées en 10 ans. Et donc, j'ai dû lancer une initiative Donc, nous avons lancé une action. Je vais assez vite à cause du temps. Donc, je vais parler de ce projet Stops Creek. Nous avons établi des activités en lien avec le développement durable et le développement de nos forêts. Nous avons des activités donc en continu. Quand nous avons commencé, c'était très difficile au début de trouver des fonds. Il a fallu que je développe une stratégie. Qu'est-ce que je voulais vraiment accomplir? Quel est l'objectif principal? Et donc, nous avions eu un objectif avec un projet en particulier pour établir un parc national et lancer notre programme en dehors des autres programmes que nous avions eus avant dans d'autres régions. Nous avons également fait un programme de suivi pour des femmes. Nous avons également lancé une campagne de replantation d'arbres, de pédagogie sur la protection de l'environnement dans les écoles pour justement apprendre à réduire les impacts du changement climatique. Et nous avons également enseigné vraiment les rudiments dans les écoles sur les questions de protection, de conservation de l'environnement. Nous avons des projets durables aussi dans 2 communautés où il y a des mangroves et 2 communautés qui ont bénéficié de ce projet avec l'aide de fonds. Et j'étais la coordinatrice de ce projet. Il y avait vraiment un besoin de durabilité. Nous avons dû commencer nous-mêmes pour voir ce que nous pouvions faire et comment nous pouvions continuer ces projets. Alors, ce projet qu'on appelle IBOM Green Project, le but principal de ce projet, c'est vraiment de lancer des activités de développement durable dans un État en particulier, dans cette partie du Nigeria. C'est-à-dire, je peux vraiment dire commencer.
Il y avait vraiment très, très peu de choses qui se passaient quand nous avons commencé dans cette région. Il y a eu des plantations assez massives et agressives de différentes espèces d'arbres. Et nous avons également fait des campagnes de prise de conscience, de sensibilisation dans les écoles, dans les communautés, par le biais d'ateliers, de formation des parties prenantes. Nous avons également mis en place des pépinières dans des endroits bien stratégiques à l'intérieur de l'État. Et nous avons commencé donc des activités de développement durable dans 3 réserves forestières. Mais pendant une dizaine d'années, il n'y avait aucune activité qui a été conduite. Donc, nous parlons vraiment d'un tout petit commencement avec nous avons dû faire face à des défis dans la gestion durable de 3 lieux de l'État, dans 3 régions de l'État. Donc, en l'année 2016, le gouvernement de l'État, par le biais du ministère de l'Environnement, a organisé le premier sommet sur les changements climatiques et l'énergie propre. C'était vraiment un événement important qui a rassemblé beaucoup de personnes pour parler des enjeux d'inondation. Et à la fin de ce sommet, les conclusions ont montré qu'il y avait des changements climatiques avec des risques en lien avec ces changements, notamment des risques d'inondation, de baisse de rendement, d'érosion des côtes, d'érosion des sols, de dégradation des forêts et d'une perte de la biodiversité. Et rien n'était fait dans ce domaine. Et certaines forêts avaient été tellement dégradées avant que nous puissions lancer ces initiatives. Donc, nous avons fait des recommandations générales. Et quand j'ai vu ce rapport sur les changements climatiques, j'ai essayé de voir ce que nous pouvions faire avec notre équipe et j'ai vu vraiment qu'il y avait un besoin de commencer de rassembler les données, de faire des recherches pour vraiment sensibiliser les personnes sur les questions de changement climatique, de formation, de trouver des bonnes mesures pour ce qui est notamment des activités de développement durable, de conservation des forêts. Donc, cette initiative était absolument Sorry, nécessaire Imam, et could you just wrap up in a minute because we need to have some time as well for the questions and answers. Thank you. If you'd like to continue, you have another minute. Sorry if you didn't understand. You can continue for another minute. Yeah. Well, let me just continue because I can't really access my slide. What we've done, Women in Nature Donc, Conservation. ce que nous avons fait, c'est d'établir des activités, de développer des activités en 2019. Nous voulions avoir la collaboration et l'approbation des agences gouvernementales par rapport à ces projets, de la direction des forêts
et de l'Agence de gestion des déchets. the Nous avons obtenu la collaboration des communautés. and things Ibom greener projects like a wider goal, a wider work or vision, I'll call it. We have to like have sub projects where we now Et donc, see how we can engage. nous avons plusieurs projets pour voir comment nous pouvons engager les enfants. The staffers and workers in the State Department of Forestry. This has never happened anyway. Ces choses ne se sont jamais passées auparavant To et have nous sommes en train de nous préparer and well-managed, more managed forests. So we need pour avoir des forêts qui soient mieux gérées. So we have also itemized that as part of it. We've had our results, like we've done establishment nurseries where over 5,000 seedlings have been raised. Tree planting was flagged up to mark this year International Day Nous of avons pu Forest. replanter Done in collaboration des with arbres. communities. Nous avons pu développer des produits, des matériaux également pour sensibiliser, pour enseigner, pour former les parties prenantes. Nous avons distribué plus de 450 copies. Help to improve the yield from their farm. We have Et nous avons une équipe de bénévoles également à Winco qui nous aide à soutenir ces activités dans d'autres États du Nigeria. about conservation. So Et nous essayons d'enseigner la base de la protection environnementale. also our initiative has attracted some members. Nos initiatives ont également attiré d'autres membres, d'autres régions, d'autres pays d'Afrique, de la Sierra Leone, du Ghana. Nous avons d'autres personnes qui sont très impliquées dans ce que nous faisons. Nous essayons d'avoir un mémoire d'entente également pour développer ces mais- projets dans d'autres endroits. We're going to have to stop here, but thank you so much. And if it's okay with you, we'll Nous share allons nous the arrêter là. PowerPoint with Et si all of vous our voulez bien, nous participants. pouvons Merci partager beaucoup. votre présentation avec nos Euh, participants. Vu Merci qu'on n'a beaucoup. plus beaucoup de temps, on va montrer tout de suite en fait les résultats Oui, donc, du sondage qu'on a pu lancer au début de la session. Donc, merci à tous d'avoir répondu. On a surtout des réponses pour la première question. Donc, je vais partager ça tout de suite avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez me valider que vous voyez? Oui, on va. Ok, merci. Donc, pour rappel, la question, c'était dans quel sous-secteur lié à cette coalition travaillez-vous? Bon, en tant que sous-secteur, je n'avais pas forcément pensé à environnement, mais à part cela, on a des sujets un peu plus précis comme sécurité alimentaire, organic farming, la coopération internationale, le foncier et la biodiversité, food packaging, c'est intéressant, agroécologie et plaidoyer. Et en fait, là, en voyant à l'écran tous ces différentes thématiques un peu plus précises, c'est bien aussi pour ceux qui sont là aujourd'hui d'identifier dans quel secteur, quel sous-secteur travaillent les personnes au sein de cette coalition pour que vous puissiez avoir une meilleure idée du type de projet aussi qui se passe et pour bien sûr pouvoir renforcer un peu plus ces synergies au sein de la coalition. Donc, voilà pour ça. Et on va maintenant regarder si on a reçu des questions. Normalement, on a une question pour Madame Mboji, si vous êtes toujours là. La question, le temps que je la retrouve. Tania, tu as la question sous les yeux? Non? Oui, j'ai la question. C'est question de Malang Sar. Ah oui. Madame Moji, aujourd'hui, il est de plus en plus constaté un accroissement de la pauvreté en milieu rural et surtout la question du manque d'eau. À quand l'extension de ce modèle de micro-jardinage en milieu rural pour leur sécurité alimentaire? Oui. Donc, est-ce qu'il y a des projets pour
répliquer ce modèle de micro-jardinage en zone rurale, c'est ça? Oui, oui, il y a des projets en milieu rural de microjardin, mais c'est fait par l'État. La ville de Dakar se limite au département de Dakar, mais l'État est en train de faire des projets au niveau dans la région de Dakar. Mais c'est surtout avec le ministère. Ok, super. Merci, Mme Gucci. Est-ce qu'on a d'autres questions spontanément des participants là tout de suite, puisqu'on a 2 minutes avant la fin de l'atelier. Si vous avez une question que vous voulez absolument poser à un de nos 3 intervenants, profitons de ce moment pour la poser. Là, vous êtes autorisé à activer vos micros si vous avez une question. Peut-être qu'on peut profiter aussi pour... Bonjour. Ah, oui. Présentez-vous, s'il vous plaît, parce qu'on ne voit pas qui Oui, je suis monsieur Malansar. Ah oui, c'est votre question qui vient d'être posée. Oui, je suis monsieur Malansar. Oui, et donc, bonjour. je suis agent de développement au niveau du département de Saint-Louis, du Sénégal. J'ai vu dans la présentation de MM, un peu, bon, j'ai un problème de maîtrise de l'anglais, mais quand même, j'ai vu qu'il a parlé un peu de populations qui sont autour des écosystèmes de mangroves. Oui. Voilà, qu'ils interviennent en matière d'agroécologie dans ces zones. Et quelles sont les activités? Parce que nous également, nous avons un écosystème de mangroves. Et je voudrais savoir quelles sont un peu les activités d'agroécologie qui sont menées autour de ces écosystèmes de mangroves avec les populations qui sont dans ces zones-là, afin qu'on puisse partager pour voir si ça coïncide également avec un peu les besoins de ces zones écogéographiques. Merci pour la question. MM, did you hear the question? You're still on mute. Did you hear the... Yeah. I actually heard, but I didn't understand. Like you talked about the mangroves in Nigeria and some activities that you do around them, but what links do they have with agroecology? If there's any agroecology projects with mangroves, or maybe just if you could present the link to mangroves again, just to clarify, so that Monsieur Sarr can see if there are any links with what he's doing in Senegal. Est-ce qu'il y a des liens avec ce qu'il fait au Sénégal? C'était ça la question. Nous avons un projet dans la région des mangroves, dans notre région ici. C'était une communauté assez pauvre, avec des forêts assez riches pourtant dans cette région. Malheureusement, on n'entend pas bien. A grant from the Critical Ecosystem Partnership Fund to help see how we could do some restoration of the degraded areas, which we tried to do. So about 100 hectare area was the target, but we didn't achieve that. Nous avons travaillé sur environ 100 hectares. Of the peculiar situation we met at site. So we had to see how we could do, because those are hungry people, really poverty-stricken people, and they depend solely on the trees that fell from the mangroves. So we had to see how we could train them. We stopped the core. Donc, nous avons dû voir comment nous pouvions former les gens pour leur apprendre comment traiter le mangrove, comment gérer cela. Nous avons donc introduit différentes activités pour les former. C'est ce que nous avons pu faire au niveau de ce projet. OK. En tout cas, il y a eu un changement de mentalité par rapport aux mangroves. C'est ça qui a été le plus positif. C'est ce que je peux dire pour le moment. Désolée, j'entends très, très mal. Yep.
full report. Even on the CPF, that's the Critical Ecosystem Partnership Fund, they have the full report on their website as well. OK. Yeah. So if details are needed, I'll be glad to share it with them. Parfait. Merci beaucoup, MM. Et Monsieur Sarr, on peut essayer aussi de peut-être vous mettre directement en contact si vous avez plus de questions. Et vu qu'on a déjà dépassé, je voulais juste poser vraiment une dernière question à Madame Mboji qui est toujours là. Ah, on vient d'avoir une question dans le chat de Madame Sacramento, Claire Stéphane, qui demande notamment si le projet de micro-jardinage s'il fait la promotion de l'agriculture biologique. Madame Mboji. Et ça va être la dernière question après, on va devoir terminer. Oh, ah. Madame Mboji? Bah, je crois qu'elle est partie. Donc, on va devoir conclure. Tania, si tu veux. Alors, merci à tous. Hello. Allô? Hello. Sorry to contact you. I just want to say something. Je voulais juste dire quelque Vous chose. pouvez vous présenter? Pour qu'on entende. That was done today. Sorry, could you please just say your name and your organization? Okay. My name is Isaac Azore. Je suis Isakar Kaizore, représentant d'un projet au Zimbabwe. C'était vraiment une occasion merveilleuse de vous rejoindre dans cet atelier. J'ai beaucoup appris. Et je suis content d'entendre tout ce qui se passe dans les pays comme le Sénégal, le Nigeria qui ont été présentés aujourd'hui. Ma question est la suivante. Je crois que nous avons un problème concernant le développement durable par rapport à l'habitat. Comme par exemple le fait de planter des arbres. Et donc, je ne sais pas pour ces autres pays, mais en tout cas pour le Zimbabwe, c'est un problème. Je ne sais pas s'il y a des organismes qui font des dons d'arbres ou qui soutiennent la plantation d'arbres pour combattre justement le changement climatique. Oui. OK. Bah, merci, Isaac. Thanks for your question. And I think there's definitely lots of things going on across Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Merci pour votre question. Beaucoup de choses se passent sur le continent africain. Mais on va devoir conclure parce qu'on ne peut pas dépasser beaucoup plus que ce qu'on a fait déjà. Je sais que c'est un exercice très difficile de rester dans 1 heure. Mais n'hésitez pas à nous contacter par mail, à reprendre contact par la suite pour qu'on essaye de continuer ces moments d'interaction entre nous. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de pouvoir parler avec vous tous aujourd'hui. Pardon, je laisse Tania conclure, mais vraiment merci à tous d'avoir été là. Oui, comme l'a dit Eva, j'ai que remercier l'ensemble de nos intervenants. Merci à tous. Merci à vous, les membres de la coalition, et merci à notre traductrice, Dominique. Vous pouvez retrouver tous les liens dans le chat sur le sommet Climate Change Afrique qui aura lieu à Dakar en septembre. Et suivez notre réseaux sociaux pour toutes les informations. L'appel à contribution est toujours ouvert. N'hésitez pas à soumettre vos projets ou vos initiatives. Et je vous rappelle que les projets sélectionnés seront invités à venir présenter leurs actions pendant la semaine de la mobilité durable et du climat. On vous donne rendez-vous le 12 mai pour la prochaine atelier virtuel sur l'éducation. Mais attention, c'est un mercredi, pas un jeudi comme d'habitude. Et voilà, merci à vous et bon après-midi. Merci à tous. Merci Dominique pour la traduction. Merci à tous les intervenants.
Merci aux organisateurs et merci à tous de tout l'effort que vous faites pour nous réunir et pour pouvoir discuter ensemble. Merci beaucoup. C'est notre Professeur plaisir. Ahmed À Kettem. très bientôt. Bonjour. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. C'était super. Bravo. Bravo. Merci. Bravo et félicitations.